Salutations à tous. Je suis Arsène Francoeur Nganga, historien de formation, écrivain, chercheur. J'interviens aujourd'hui à la suite de la requête de l'association Kimvuka Tuka Congo pour commémorer la journée du 10 mai, qui est la journée du souvenir de la traite négrière et de l'esclavage et de ses abolitions. Et mon discours va se pencher sur la traite transatlantique, puisque le continent africain a connu une traite arabe vers les pays arabes et une traite orientale vers l'Asie, la Chine et surtout l'Asie du Sud-Est. Et la traite négrière transatlantique, donc nous allons commémorer aujourd'hui, a débuté sur le continent africain avec l'arrivée des Portugais au XVe siècle. En effet, avant le XVe siècle, les Européens allaient acheter des épices en Asie, mais avec l'occupation de la Turquie par les Arabes, la route fut barrée et il fallait chercher une alternative pour aller vers le marché des épices. Les Portugais vont chercher à contourner le continent africain, tandis que les Espagnols vont aller au sens contraire pour déboucher en 1492 en Amérique centrale avec l'arrivée de Christophe Colomb. Et voilà, donc, ça sera la découverte du Nouveau Monde. Et les Portugais, eux, qui vont continuer l'Afrique, ils vont découvrir quelques îles, telles que les îles Madère, les Açores, le Cap-Vert et l'île de Sao Tomé. Et les deux puissances ibériques vont chercher à cultiver, à faire les plantations, expérimenter le sucre dans ce nouveau monde. Et il fallait de la main-d'œuvre. Les Espagnols en Amérique centrale vont essayer avec les Indiens, mais les Indiens n'ont pas résisté à ces travaux. D'abord, l'exploitation minière et ensuite les plantations de canne à sucre. Donc, ils se sont tournés vers le continent africain. Et il y aura donc les premiers, le début, au début, la traite n'était pas, la traite était se faisait entre l'Afrique et les îles que les Portugais ont découvert au long de l'Afrique, notamment sur les îles que je venais de citer, Sao Tomé en dernier lieu, mais avant Madère et les Açores et le Cap-Vert. Et il y aura des Africains qui seront déportés dans ces îles-là pour expérimenter les plantations de canne à sucre. Et bien après les années 1500, quand Pedro Cabral découvre le Brésil, et il y aura maintenant des contingents d'Africains qui seront déportés vers le continent américain pour servir de main-d'œuvre servile afin de produire du sucre, afin de produire du café. Et en Amérique du Nord, cette main-d'œuvre-là va servir pour les travaux domestiques, puisque le nouveau monde que les Européens vont découvrir vont servir de colonies de peuplement. Donc, tous les Européens qui vont arriver auront besoin aussi d'une main-d'œuvre pour construire des maisons, pour les travaux de route. C'est ce qui s'est passé, notamment en Amérique du Nord, dans la colonie de New York, les colonies de Rhode Island, c'était de l'esclavage domestique, pendant que dans l'actuel sud des États-Unis, c'était les plantations. Donc, les Européens quittaient le continent européen avec de la pacotille. Ils arrivaient sur les côtes africaines. Ils échangeaient cette pacotille avec de la marchandise humaine. Et ces personnes esclaves-là étaient capturées dans plusieurs zones. Certains, c'était au début, pour le Royaume Congo, pour le compte du Royaume Congo, au début, c'était des prisonniers qui étaient échangés. Mais avec le temps, les razzias se faisaient dans des villages. Il y avait des marchés de vente et à partir du marché de vente, des courtiers qui étaient en contact avec les Européens faisaient acheminer ces captifs vers la côte et ils étaient embarqués dans des bateaux, dans les cales des navires, comme des boîtes de sardines,
et ils étaient acheminés jusqu'au continent américain où ils étaient vendus dans d'autres marchés de vente. Et les plus grands ports de départ à partir du continent africain, ce sont Ouida au Bénin et Luanda, Benguela et Luango. Mais du point de vue numérique, le premier port de débarquement, le premier port qui a le plus embarqué des esclaves sur le long de la côte atlantique de l'Afrique et jusque même sur la côte orientale, puisque les captures se sont, les embarquements des esclaves se sont faits jusqu'en Tanzanie sur la côte orientale. Mais les plus grands ports d'embarquement furent Luanda en Angola et ensuite Luango et Ouida en troisième position. Donc l'Afrique centrale a fait partir près de 45% si on se base sur les données démographiques de l'Atlas de la traite transatlantique de David Eltis et de David Richardson. Nous nous rendons compte que 45% de ces captifs-là sont partis de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi l'historien français Olivier Petro-Grenouillet considérait l'Afrique centrale comme la première région pourvoyeuse de cette main-d'œuvre servile. Ensuite, il y a la côte du Bénin. Et aujourd'hui, dans les Amériques, on peut, à travers l'héritage culturel, on peut se rendre compte de l'influence grandiose de la région du bassin du Congo et de la baie du Bénin. Et pour les ports d'arrivée, les plus grands ports d'arrivée pour l'Amérique du Nord, nous avons New York, nous avons Charlestown, qui se situe sur l'actuel territoire des États-Unis d'Amérique. Nous avons le port de Carthagène pour l'Amérique espagnole et nous avons Salvador de Bahia, Rio de Janeiro pour l'Amérique portugaise, puisque la seule colonie du Portugal dans les Amériques, c'était le Brésil. Et ces esclaves, tout ce trafic-là a été bien organisé depuis le départ des ports européens, précisément les ports de Amsterdam, Rotterdam, Zélande, Nantes, La Rochelle, et sans compter les ports britanniques, Liverpool, Bristol et Exeter. La traite qui a commencé donc au XVe siècle sera d'abord dominée par les Portugais et les Espagnols. Mais les Espagnols n'avaient pas une compagnie pour transporter des esclaves. Ce sont les Portugais qui ont transporté les esclaves pour le compte de l'Espagne. Donc, toutes les colonies espagnoles ont été fournies en esclaves par les Portugais à travers un contrat qui est appelé l'Assiento. Et l'Assiento a été donné aux Portugais d'abord. Ensuite, ce sont les Anglais et les Hollandais qui ont eu à transporter des captifs dans le nouveau monde espagnol. Et les Portugais donc dominent la traite transatlantique à ses débuts. Dans la région du Congo, si on se base sur les données de l'historien portugais Duarte Pacheco Pereira, au niveau du Royaume Congo, la traite a commencé entre 1502 et 1504. Mais déjà en 1442, il y a un Portugais qui s'appelait Antao Gonçalves qui capturait déjà des captifs au niveau de la région de l'Afrique du Nord. Et donc, de l'Afrique du Nord, ils sont arrivés au Sénégal. Du Sénégal, ils sont descendus jusqu'à arriver en Tanzanie. Mais la traite va se concentrer là où les esclaves coûtaient moins cher. Voilà pourquoi la traite qui était concentrée d'abord dans l'Afrique du Nord, au niveau du Sénégal. Ensuite, les deux grands ports majeurs du reste de la traite ont été Ouida et la région du bassin du Congo, notamment Luango et Luanda. Mais l'Angola était accaparé par les marchands portugais. Donc, les Français, les Hollandais, les Néerlandais qui ont fait la traite en Afrique centrale ont importé leurs esclaves à partir de Luango et de Cabinda, qui était une zone de traite libre, parce que le roi du Luango avait accordé le droit à toutes les nations de pouvoir commercer sur ses côtes. Donc, à partir du XVIIe siècle, les Portugais ne seront plus les maîtres de la traite, mais ce sont les Hollandais. La Hollande a été la première puissance maritime de l'Europe au XVIIe siècle. Donc, les Portugais seront supplantés par les Hollandais. Les Hollandais qui sont arrivés en Afrique centrale au niveau de la baie de Luango en 1600. Et avant, ils ont commercé au niveau du Sénégal, à Gorée. Et nous connaissons bien plusieurs informations que nous avons de l'île de Gorée, c'est à partir de la présence des Hollandais, bien que les Français les ont précédés. Donc au XVIIe siècle, les autres nations européennes
vont rentrer dans cette danse de la traite transatlantique. Donc, ce sont d'abord les Hollandais qui vont dominer, mais les Hollandais ils vont fournir des esclaves d'abord dans leur colonie, le Suriname, et ensuite l'actuel New York, puisque New York était d'abord une colonie hollandaise qu'on appelait la Nouvelle-Néerlande, que les Hollandais ont occupée à partir de 1619. Et au XVIIIe siècle, ce sont maintenant les Anglais qui vont dominer la traite transatlantique. Mais le plus grand nombre de voyages entre l'Europe, l'Afrique et le continent américain s'est fait au XVIIIe siècle. Donc, le pic de la traite transatlantique, c'était au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, la traite est dominée par les Anglais. Donc, ce sont les Anglais qui ont le plus transporté les esclaves durant toute la période de la traite transatlantique depuis le 15e siècle jusqu'à la fin au 19e siècle. Ce sont les Anglais parce qu'au 18e siècle, quand les Anglais dominent la traite, c'est là où il y a eu beaucoup de trafic. Et ça va coïncider aussi que les armateurs anglais qui ont fait fortune dans la traite, ce sont ces armateurs-là qui ont financé les principaux entrepreneurs de la révolution industrielle. Et l'historien Eric William, dans son livre sur l'économie de la traite, dit bien que ce sont des armateurs anglais qui ont financé James Watt, qui a été à l'origine de la machine à vapeur. Et la traite va durer donc près de 400 ans. L'Afrique va perdre, puisqu'on ne prenait que des hommes valides, l'Afrique va perdre ses hommes valides et ils vont travailler, ces hommes valides vont travailler pendant 400 ans sur le continent américain sans salaire. Ils commençaient à 4 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et il fallait creuser 100 trous par jour. Une personne creusait 100 trous par jour, sans salaire pendant 400 ans. Et les bénéfices ont été énormes. Voilà pourquoi l'avocat français Hilliard d'Oberteuil, qui a été dans la colonie de Saint-Domingue, dira que la prospérité de l'Europe est due à la sueur de ces Noirs qui ont travaillé pendant 400 ans. Et on sait que la famille Barclays, qui avait des plantations en Jamaïque, à partir du XXe siècle, a pu créer l'une des plus grandes banques transnationales du XXe siècle, qui est la Barclays Bank. Et plusieurs sociétés d'assurance, plusieurs banques qui ont été impliquées dans cette traite-là, puisque les armateurs prenaient des crédits, ils assuraient leurs navires, et toutes ces banques-là sont aujourd'hui les plus grandes sociétés des places comme New York. Donc, la traite négrière donc, va enrichir les puissances européennes, mais ça va appauvrir l'Afrique parce que l'Afrique qui vivait de l'agriculture va perdre ses hommes valides. Donc, ça va baisser le travail agricole en Afrique. C'est l'une des causes même du sous-développement, la traite négrière qui a saigné la population africaine pendant 400 ans. Et à partir donc à la fin du XVIIIe siècle, avec les idées de la lumière, avec les philosophes de lumière qui prônaient la philosophie de la liberté, notamment avec l'influence que ces philosophes vont avoir sur les colons américains qui vont se battre pour l'indépendance. Et il y avait une contradiction entre l'esprit de la liberté du siècle des Lumières avec l'esclavage. Donc voilà pourquoi pendant la Révolution américaine, il y aura un mouvement on va libérer beaucoup de Noirs. Beaucoup de Noirs seront affranchis pour se battre pour se battre pendant la Révolution américaine. Et à la fin, il était aussi incompatible de remettre ces Noirs-là dans l'esclavage. Voilà pourquoi le général de l'armée britannique qui quitte le territoire américain dira à George Washington qu'il serait contraire de remettre ces Noirs qui ont combattu avec eux dans la servitude. Donc, ça va engendrer tout un mouvement qui va donner naissance au mouvement de l'abolition de cette traite transatlantique. D'abord avec le congrès de Vienne en 1815 et celui de Vérone en 1822, qui vont condamner cette traite. Et la Grande-Bretagne va lancer des patrouilles le long de l'océan Atlantique pour capturer des navires qui continuaient la traite malgré les lois d'abolition.
il y avait encore une grande traite clandestine. Donc, les Anglais vont lancer des patrouilles le long de l'océan Atlantique et tous les esclaves qui seront capturés ont été ramenés en Casamance, Libéria, en Sierra Leone, en Guyane anglaise, en Jamaïque. Et finalement, la traite va prendre fin au 19e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On parle de la commémoration. Donc, nous avons rappelé ces faits pour commémorer ce qui a été un commerce très horrible, le commerce le plus barbare de l'histoire de l'humanité. Et la journée du 10 mai sert à se ressouvenir de cette barbarie afin de ne pas retomber sur la traite, cette traite négrière où on a vendu des millions de Noirs. Et il est difficile de donner un chiffre parce que on sait qu'il y a près de 12 millions d'Africains qui sont arrivés en vie sur le continent américain, mais l'historien américain William Dubois disait qu'il faut tenir compte aussi des victimes collatérales de cette traite transatlantique, c'est-à-dire que ceux qui sont décédés pendant la capture, ceux qui sont décédés pendant la traversée sur l'Atlantique, et si on fait un calcul, on arrive à peu près à 100 millions de personnes. Voilà pourquoi l'océan Atlantique est considéré aujourd'hui comme le plus grand cimetière de l'histoire, parce que nombreux, ceux qui étaient malades, étaient jetés dans l'eau. Donc, en cette journée du 10 mai, nous nous ressouvenons de tous nos ancêtres qui sont décédés pendant ce commerce barbare, qui ont travaillé pendant 400 ans, qui creusaient 100 trous par jour et qui ont enrichi les nations européennes pendant que nous, on est restés pauvres. Et on dit toujours, les économistes disent toujours que le développement va aussi avec le nombre de la population. Donc, il est d'une grande importance de se ressouvenir de ce commerce barbare parce qu'aujourd'hui, en ce moment où je parle, il y a toujours il y a aussi de l'esclavage qui perdure en la vie en Libye. Donc, ce souvenir-là nous permet de ne plus revenir sur cette barbarie. Donc, je remercie l'association Kimvukatuka Congo qui m'a permis un peu de faire un très bref aperçu historique de ce qu'a été la traite négrière transatlantique, le commerce le plus barbare de l'histoire de l'humanité. J'ai dit, je vous remercie.